Great women. Thank you all very much. Please. Thank you, Mr. President. Good afternoon, everyone. It's a great honor and privilege for me to have the opportunity to serve our country and the world in this remarkable endeavor, extraordinary endeavor, helping them and supporting them do it. The Operation Warp Speed's objectives are very clear. The President has described them, and I believe they are very credible. I also believe they are extremely challenging. However, I am really confident that our team across the many governmental agencies that are involved in these efforts, the NIH, the CDC, the FDA, ASPR, and of course with the support of the Army and our partners in the private sector, will be able and will do the utmost to deliver these objectives. In fact, Mr. President, I have very recently seen early data from a clinical trial with a coronavirus vaccine. And these data made me feel even more confident that we will be able to deliver a few 100 million doses of vaccine by the end of 2020. And we will do the best we can to do that. Thank you. We will, of course, also focus on progressing and accelerating development of medicines for those who unfortunately already caught the virus, as well as optimize the diagnostic tests. This will be our focus 24/7 over the next many months. Thank you. Thank you. Good afternoon, Mr. President. Thank you. Thank you for this great honor for allowing me to be a part of this team. En succès ont été contredits par d'autres études. Votre propre traitement, d'ailleurs, fait l'objet de débats. Alors, lorsqu'on compare votre série de malades à celle des malades traités avec d'autres protocoles, vous avez à l'évidence les meilleurs résultats et l'histoire est en train de vous donner raison puisque les chiffres infléchissent et qu'on va atteindre pratiquement le niveau zéro. Pour nous, vous êtes un visionnaire. Alors, vous vous êtes forgé cette notoriété avec le coronavirus. Vous êtes toujours sorti des sentiers battus et vous avez déclaré que cet épisode est en train de se résoudre et que l'épidémie du coronavirus est en train de se terminer. Est-ce que vous persistez et vous signez? Dans tous les pays sur lesquels on a des données, si vous voulez, la courbe a la même allure, c'est-à-dire c'est une courbe en cloche qui traîne un peu à la fin, qui a la même allure un peu partout. Alors, ce qui change, c'est en fonction des... Et on pourra évaluer les différentes stratégies avec le temps. C'est en fonction de la stratégie qui a été utilisée, c'est le nombre de cas total et la durée de l'épidémie. Nous, à Marseille, par exemple, on a une durée relativement faible de l'épidémie, probablement par les mesures que l'on a prises et globalement les pays qui ont pris des mesures de tester énormément de manière à ce que les gens contagieux soient soit séparés, soit au moins informés qu'ils étaient contagieux, ont le même type de courbe, c'est-à-dire un raccourcissement de la durée de l'épidémie. Alors, scientifique et chercheur de renommée internationale, vous n'en restez pas moins un médecin de terrain attaché aux malades, analyse les symptômes, diagnostiquer grâce aux tests et donner un traitement que vous savez efficace. Vous avez martelé que votre rôle en tant que médecin était de soigner vos patients, une évidence malmenée pendant cette crise. Pensez-vous qu'après cette pandémie, l'Église sera remise au centre du village ? Je ne peux pas vous dire. Je pense que oui, puisque je pense qu'une des raisons majeures de ce problème a été que beaucoup de gens qui se sont occupés de ça ici comme ailleurs sont des gens qui, depuis 25 ans ou 30 ans, si vous voulez, travaillent sur des infections chroniques comme le sida, par exemple, et ont perdu le sens de ce que c'est qu'une épidémie, de la nécessité d'agir rapidement et de prendre des décisions rapides. Et donc, moi, j'étais mal à l'aise parce que le sentiment que j'avais, c'était que la question était de savoir quel traitement expérimental on allait mettre en place et que c'était devenu la seule préoccupation. Et la communication s'est beaucoup faite autour de, puisqu'il n'y a aucun traitement qui soit reconnu pour l'instant, on ne fait rien et on attend un traitement expérimental. On n'a toujours pas les résultats d'ailleurs en France alors que l'épidémie est finie. Donc ce qui voit bien, moi j'avais un décalage. De ce point de vue-là, je suis plus près de ce qui a été fait en Extrême-Orient.
ou en Extrême-Orient, les gens ont testé les médicaments qu'ils avaient avant de savoir si ça allait marcher ou pas, parce que simplement, on ne peut pas rester inactif, parce que c'est ce qu'on aurait fait pour nous, on l'a fait pour les autres. Oui. Alors vous avez eu l'oreille des grands de ce monde, le président français Emmanuel Macron vous a rendu visite à Marseille, Donald Trump a relayé votre traitement. Didier Raoult, vous êtes rentré au panthéon des héros pendant cette épidémie en incarnant l'esprit rebelle de la ville de Marseille. Est-ce que c'est ça qui vous a valu autant d'ennemis selon vous ? Oh, ça, j'en sais rien, puis je ne me sens pas concerné par ça, je m'en fiche. Oui. Alors votre personnalité scientifique était indiscutable, vous êtes maintenant devenu le scientifique français le plus populaire dans le monde et nos confrères du New York Times vous ont même gratifié de leur page de couverture. Vous intriguez, professeur Raoult. Vous savez, les gens qui sont normaux n'intéressent personne. C'est la vie qui est comme ça. Ceux qui sont pas normaux, à la fois ça les excite et ça les amuse. C'est pas nouveau, si vous voulez. Parce que vous avez été très largement critiqué par beaucoup de vos confrères à cause de votre traitement justement à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. Pourquoi ce traitement a-t-il été à ce point critiqué alors qu'il est prescrit depuis plus de 80 ans, qu'on connaît les effets secondaires, d'autant qu'aujourd'hui, indiscutablement, c'est le traitement qui semble-t-il le plus prescrit dans le monde, mais au-delà des frontières de l'Hexagone. Professeur Raoult, je ne comprends pas bien. C'est quoi? C'est une affaire de lutte d'ego? C'est une affaire de gros sous? Quelle réponse vous pouvez nous donner? Je ne sais pas, en plus, vous savez pourquoi c'est toujours compliqué, c'est toujours multifactoriel. Je vous dis, il y a plusieurs choses. Il y a un premier problème de fond qui est le repositionnement des molécules anciennes. Moi, je crois beaucoup qu'on a utilisé des molécules qui étaient des molécules naturelles au départ. Il faut rappeler que la chloroquine, c'est une molécule naturelle au départ. Depuis un siècle et demi, si vous voulez, dont on a maintenant tout un capital de molécules qui peut être utilisé pour bien d'autres choses que ce pourquoi on les a testées. Moi, ça fait plusieurs années que je travaille sur le repositionnement de molécules, en particulier des antibiotiques comme antivirales. Et ça fait des années que c'est extrêmement difficile. Par exemple, nous, on avait avec le numéro 1 du Zika dans le monde, qui est un de mes anciens élèves, qui s'appelle Didier Musso, tester l'azithromycine sur le Zika, ça marche merveilleusement. On cherche un médicament nouveau qui puisse traiter les femmes enceintes pour pas qu'il y ait de microcéphalie, c'est le médicament parfait. Publier ce papier dans un journal de haut niveau a été juste impossible. Et donc c'était encore une autre histoire. Donc il y a, si vous voulez, si vous dites maintenant, alors qu'on dépense des centaines et des centaines de millions pour trouver de nouvelles molécules, que vous savez, il suffit de recycler des molécules anciennes qui sont génériquées et qui ne coûtent rien, vous sciez toute une branche de la science qui s'est développée depuis 20 ans, et donc, vous avez les plus grandes difficultés à trouver des gens qui regardent ça avec un œil favorable. Ensuite, tous les changements, vous savez, moi j'ai été à l'origine d'une dizaine de changements majeurs dans la microbiologie. Donc, tous les changements entraînent une adversité. Là, ça atteint un degré parce que l'épidémie est mondiale. Mais vous savez, j'ai eu les mêmes problèmes quand on a inventé un champ qui s'appelle la paléomicrobiologie, c'est-à-dire le diagnostic des épidémies anciennes sur la peste, ce qu'on nous a fait pendant 15 ans, y compris sur Wikipédia, y compris la BBC qui disait qu'on racontait des bêtises. Vous savez, on a l'habitude de ça. Quand on a trouvé les virus géants, les gens nous disaient que c'était juste une exception, que ça n'a aucun intérêt. La vie est comme ça. Donc, si vous ne voulez pas susciter de réactions, il ne faut rien faire. Et plus les réactions sont importantes, plus c'est important. Les réactions sont proportionnées à l'enjeu intellectuel et moral. Mais si ce qui est possible, l'hydroxychloroquine est un médicament relativement général pour les infections virales respiratoires, si vous voulez, ça veut dire qu'on avait quelque chose sous la main depuis 70 ans qu'on n'a pas testé. Il est possible qu'il y en ait d'autres de molécules aussi banales qui est un effet qu'on n'ait jamais testé parce qu'on avait une vision très imbécile, si vous voulez, de séparation des virus, des bactéries, et qu'on n'a pas testé les molécules qui marchaient. Par exemple, le premier médicament qui a été utilisé pour le sida marche très très bien sur les bactéries, en particulier les bacilles multirésistants. Voilà quelque chose qui pourrait être... On n'arrive pas à comprendre pourquoi personne ne se saisit de cette question, mais c'est parce qu'il est génériqué. Qui va le distribuer? Donc tout ça heurte à la fois un modèle économique, pas que des intérêts. Comment on développe une molécule qui n'est plus rentable? On ne sait pas le faire dans notre monde.
on a développé des molécules qui étaient nouvelles, mais une molécule qui est ancienne et qu'on réutilise à quelque chose. Oui. Parce que les Américains appellent le repositioning. On ne sait pas bien le faire, donc il y a une hostilité par rapport à ça. Et puis, cette habitude qu'ont les gens de participer à des études multicentriques organisées par les laboratoires, ça a généré peut-être, je sais pas, une proportion extraordinairement importante des gens qui ont maintenant fait une forme de recherche en maladies infectieuses. Et donc, si vous leur demandez si maintenant on va arrêter de faire ça, il y a des gens qui se demandent ce qu'ils vont faire, vous voyez. Oui. Alors, vous êtes devenu une véritable icône. On a pu voir, par exemple, des scènes de liesse à Marseille, alors que vous étiez dans votre voiture. Une personne s'est même fait tatouer votre visage sur sa cuisse. Je pense que vous êtes au courant. Est-ce que vous comprenez les réactions que vous avez suscitées parmi les Français pendant cette période trouble? Non, je ne sais pas, si vous voulez. Après, je crois que régulièrement, il y a des moments où on a besoin d'avoir une incarnation de quelque chose que les gens sentent comme étant troublé ou comme étant dangereux ou comme étant inquiétant. Et donc, vous savez, je ne sais pas, l'année dernière, c'était Greta Thunberg qui incarnait la peur des modifications climatiques, si vous voulez, qui est devenue une icône. Je ne veux pas du tout me comparer à elle, mais ça veut dire qu'au bout d'un moment, on a besoin d'identifier quelque chose dont on perçoit que ça représente un changement ou un besoin de changement dans le monde. Oui. Vous êtes un microbiologiste de renommée internationale, je le redis. Vous avez de nombreux travaux majeurs à votre actif. Pour certains, vous êtes le champion du monde de la médecine. Et pour d'autres, le docteur Maboul dessiné. Alors, comment jugez-vous, docteur Raoult, le traitement médiatique de cette crise ? Je ne juge pas et je n'ai pas d'opinion. Là aussi, je pense qu'il y a une révolution qui explique beaucoup de tensions, si vous voulez. Je pense que, je suis désolé pour les médias traditionnels, mais je pense que les médias traditionnels sont en train de rentrer en conflit frontal avec les réseaux sociaux et YouTube, par exemple, comme chaîne d'information. Moi, je dois dire que la plupart du temps, les informations sont de meilleure qualité sur YouTube que sur les médias. Donc il y a une révolution à faire, il y a une mise en danger des médias traditionnels qui se traduit aussi par beaucoup de violence parce qu'elle est mise en danger. Donc si effectivement, sur un podcast, moi j'ai 3 fois la notoriété du journal Le Monde, je comprends que le journal Le Monde ne m'aime pas, vous voyez, parce que moi ça coûte rien, ça me rapporte rien, et donc je deviens un rival incontrôlable, si vous voulez, dans l'information et la clarté ou la réalité de l'information, parce que je n'ai pas d'a priori du tout dans la vie. Donc là, vous êtes dans un enjeu qui est un enjeu extraordinaire. Vous, le monde des médias traditionnels, que ce soit les journaux, ou que ce soit la télévision, ou que ce soit... peut pas ignorer cette évolution absolument considérable et le rôle que prennent les réseaux sociaux dans l'information. Donc on voit que les médias traditionnels souvent, ça m'est arrivé à moi d'ailleurs, identifient comme des fake news, des news qui ne sont pas relayées par les médias traditionnels, mais les médias traditionnels ne relaient pas plus d'informations exactes que les réseaux sociaux. Donc on est dans un tournant historique aussi de la distribution de l'information qui elle aussi explique des conflits qui me dépassent de très loin. Alors vous avez dit que vous vous inquiétez des lésions et séquelles de ce virus sur les patients qui ont eu des formes graves de Covid. On parle de fibrose pulmonaire. Vous craignez même chez les patients qui sont faiblement atteints. Est-ce que ça peut laisser des séquelles ? Qu'est-ce que vous préconisez pour dépister ? Éventuellement, qu'est-ce que vous préconisez pour traiter ? Alors on commence à peine à regarder ça. Ça a été étudié relativement dans les 2 autres épidémies de corona qu'on connaît. Et il est possible qu'il y ait beaucoup de fibroses respiratoires qui ne sont pas expliquées, dont la cause est des infections virales non diagnostiquées. C'est bien possible. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une proportion non négligeable chez les gens qui ont fait des formes graves. Mais il y a une très grande discordance que nous, on a noté, les Chinois avaient noté ça aussi. Je pense qu'il n'y a que nous, les Chinois, qui ont fait ce travail de faire systématiquement des scanners à basse dose, de manière à peu irradier les gens, chez les gens qui étaient relativement peu symptomatiques. Et il y a une discordance considérable entre l'état des lésions
et l'état clinique au départ. Il y a des gens qui ont l'air d'aller très bien au départ et qui ont des lésions au scanner très importantes. Et donc on est en train de regarder chez ces patients s'il y a une évolution vers la fibrose, et c'est une des vraies questions. Ça voudrait dire qu'il y a des gens, y compris, qui n'auraient pas été diagnostiqués parce qu'ils étaient peu symptomatiques et qui n'auraient pas été testés, qui pourraient évoluer vers des cirrhoses. En tout cas, on est en train d'explorer ça pour savoir qui devrait pratiquer ce type d'examen pour être sûr que ça n'évolue pas vers la fibrose. Après, il y a des médicaments qui pourraient empêcher l'évolution vers la fibrose, mais pour l'instant, ce n'est pas extrêmement clair. En tout cas, s'ils sont efficaces, c'est au tout début, et donc on a intérêt à détecter ça tôt. Professeur Raoult, comment voyez-vous l'avenir du coronavirus? Comme une maladie saisonnière, comme la grippe de Hong Kong, elle va revenir dans 2 années puis ensuite s'évanouir, ou bien le virus va être conforme à l'histoire, il va mourir de sa belle mort et ne plus jamais faire parler de lui? J'en sais rien. Vous savez, puis je devine jamais rien, et je prédis jamais rien, et je ne fais pas de modèle de prédiction. Tout ce qu'on peut faire, c'est comparer les choses par rapport à d'autres histoires qu'on a connues. J'en sais rien du tout. Ça dépend de phénomènes que l'on ne connaît pas. C'est-à-dire, pour l'instant, on n'a pas trouvé de portage chronique chez les humains. Donc, ça veut dire que, ou bien alors le virus circulera autour de la Terre et reviendra dans les pays où il est déjà passé, ce qui est possible, ce qui ne paraît pas très évident pour l'instant, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a eu de deuxième épidémie où que ce soit. Quand les épidémies ont été finies, il y a des cas sporadiques, quelques cas groupés, mais il n'y a pas de deuxième épidémie. Donc on n'a pas cette impression-là. Et puis, donc si la diffusion ne s'est faite que par les hommes et qu'il n'y a pas de porteur chronique, bien entendu, la maladie peut disparaître. Mais il est possible, encore une fois, que vous voyez, l'Inde a un début très décalé, et peut-être qu'on aura des cas secondaires qui reviendront d'Inde, je ne sais pas, cet été. Je ne sais pas, c'est imprévisible. Il y a beaucoup de maladies respiratoires qui sont saisonnières dans les pays, tels que l'Europe du Nord ou dans les pays de la zone tempérée. Mais l'évolution d'une maladie nouvelle, vous voyez d'ailleurs que beaucoup de résolutions qui ont été prises avant de prendre le temps de l'observation ou sans utiliser les observations de ceux qui avaient eu le premier choc de l'épidémie, c'est-à-dire à l'Extrême-Orient, nous ont amené à avoir des réflexions qui n'étaient pas exactes. Donc il y a des choses qu'il a fallu que nous redécouvrions par nous-mêmes, en particulier, y compris dans la prise en charge des malades, qu'on a appris à prendre en charge, en particulier sur le plan du risque de la coagulation qu'on ne connaissait pas. Oui. Et la question de l'immunité des patients atteints du virus n'est toujours pas tranchée. Quelle est votre idée là-dessus, professeur Raoult? Pour l'instant, on ne connaît pas de gens qui rechutent. Donc ça veut dire que c'est une maladie aiguë et immunisante, comme la plupart des maladies aiguës. On voit que les gens ont des anticorps. Une bizarrerie que l'on a trouvée, nous, c'est que les gens qui vont mal ont beaucoup plus tôt des anticorps et beaucoup plus d'anticorps. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, les traitements, ce qui explique pourquoi les traitements antiviraux qui ont été programmés dans les formes tardives de la maladie ne pouvaient pas vraiment marcher, parce qu'en réalité, le problème n'est plus virus à ce stade-là. Le problème est lié à la réponse immunitaire. Oui. Donc, oui. Il y a une réponse immunitaire très, très, très forte, très violente, y compris avec des anticorps. Voilà, et donc la plupart des gens sont immunisés quand ils ont fait cette maladie aiguë, telle qu'on peut le détecter par les anticorps, et on n'a pas pour l'instant de cas de gens qui aient fait 2 fois de suite la maladie, donc c'est vraisemblablement une maladie immunisante. Dernière théorie publiée dans la revue américaine PNAS ce mercredi, le fait que le simple fait de parler génère des gouttelettes qui restent dans l'air et serait donc vecteur de transmission du virus. Quel est votre avis là-dessus ? Si vous voulez, je sais depuis bien longtemps, puis on vient de refaire le même travail en Afrique, que les transmissions des maladies respiratoires dans la population générale se fait par les mains et pas par l'expectoration. Donc on sait ça, c'est-à-dire on sait que la meilleure manière de lutter contre les infections respiratoires, c'est de se laver les mains, de se les passer à l'alcool, de le faire très très souvent, parce que c'est par là que ça passe. C'est probablement ce qui explique dans un certain nombre de collectivités qu'il y ait des contaminations groupées.
Nous, on a republié ça. On vient de refaire une étude dans 2 villages africains qu'on a pu comparer sur la fréquence des infections respiratoires selon qu'on se lave régulièrement les mains ou pas. C'est un travail qui a été fait bien avant, qui est publié dans le Lancet. C'est extrêmement efficace. C'est les mains le problème. Donc c'est une des raisons du débat sur les masques. Les masques sont indispensables pour les contacts très proches. En particulier, on a démontré l'efficacité du masque et donc le risque des gouttelettes pour le personnel soignant. Donc pour ça, c'est une chose qui existe. Pour le reste, c'est ce que l'on sait, pas ce que l'on déduit de travaux à partir desquels on fait des conclusions sur des éléments expérimentaux. Ce que l'on sait, c'est que ce qui prévient la maladie, il y a 2 choses que l'on sait, c'est que dans le personnel de soins, il faut porter les masques parce qu'on est à 10-20 cm de la bouche des gens qui toussent et que quand on est dans la communauté, c'est le lavage des mains qui protège, et même dans la famille, c'est le lavage des mains qui protège de la contamination. Merci. Et ça, ce sont des choses prouvées, ce n'est pas des choses hypothétiques. Merci beaucoup, professeur.